Je range mon bureau numéro 114. J'essaie un nouveau cadrage. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et mon bureau est un peu encombré et pas seulement de livres. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, normalement, peut-être que vous voyez une partie de la pile, le haut de la pile. Il y a, je ne sais pas, une trentaine de livres. Donc des livres qui restent en souffrance depuis plusieurs mois. Et parce que je n'ai pas l'énergie suffisante pour, à chaque fois, chroniquer tout ce que j'ai en retard. Et aujourd'hui, ça ne sera pas mieux. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va quand même essayer de se débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette pile? Eh bien, il y a le tome 1 des œuvres complètes de Blaise Cendrars chez De Noël. Ça fait très longtemps qu'on a ce livre-là. Là, c'est le tome 1 avec les poésies complètes. C'est comme ça que ça s'appelle, poésie complète. Et en fait, la raison pour laquelle on a ressorti ce livre, et pourquoi on l'a beaucoup relu avec Claire, c'est parce qu'on est allé à Paris voir l'exposition Tarsila do Amaral au Palais du Luxembourg. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes de passage à Paris ou si vous y habitez. Je crois qu'il y a encore quelques semaines, il me semble. Et en fait, Tarsila do Amaral, on croyait qu'on ne la connaissait pas, mais on la connaissait parce qu'il y a des illustrations d'elle, des dessins d'elle dans les feuilles de route de Cendrars. Et je ne sais pas, est-ce que je vais retrouver... Par exemple, là, voilà, en face du célèbre poème anaphorique « Il », on a ça. Voilà, donc on la connaissait sans la connaître. Maintenant, on la connaît beaucoup mieux. On connaît beaucoup mieux son œuvre, en tout cas. Je vais continuer avec 2 livres de Richard Flanagan. C'est pas tout à fait la découverte du mois, mais pas loin. Parce que, en fait, Richard Flanagan, j'avais essayé de lire Death of a River Guide il y a très longtemps. Et je crois que je suis même pas sûr que je l'avais fini, je sais pas, bon, ça fait partie de ces moments où parfois un livre qui peut être en fait tout à fait bien, voilà, on manque d'attention, enfin il se passe plein de choses, c'est pas le bon moment, je sais pas. Et là en fait, comme j'ai une collègue doctorante qui finit sa thèse sur Richard Flanagan, on en a pas mal parlé, j'ai eu envie d'en lire, et elle m'a conseillé Gould's Book of Fish, en fonction de ce qu'elle a dit et de mes goûts, et elle s'est pas trompé du tout, c'est-à-dire que Gould's Book of Fish, qui est un roman de 2001, donc c'est un des premiers romans de Flanagan, c'est vraiment très très bien. Alors Richard Flanagan, c'est un romancier australien, plusieurs fois mentionné pour le Nobel, etc. etc. Bon, c'est histoire de dire qu'il a eu le Booker Prize, voilà, que c'est un auteur très reconnu, très primé, etc. C'est un nom que je connaissais depuis très longtemps, c'est un peu la même génération que Tim Winton, mais finalement, je pense, moi, à une époque, j'ai lu beaucoup de Tim Winton, et je pense que j'en serais revenu si je lisais aujourd'hui les romans de Tim Winton. Et en fait, Richard Flanagan, c'est quelqu'un qui consacre presque toute son œuvre à la Tasmanie, en fait, hein, dont il est originaire. Et en fait, c'est un descendant de Forçat. Et apparemment, de par ce qu'on comprend dans Question Number 7, alors voilà, je vous ai dit juste vite fait, Gould's Book of Fish, c'est un roman de 2001. Question 7, c'est le dernier livre qu'il a publié en 2023. Et c'est un texte qui est à la fois un texte autobiographique, une sorte d'essai, en fait, sur les hasards de l'existence, on va dire ça comme ça, et sur la complexité, en fait, de l'histoire humaine, mais avec énormément d'autobiographie autour d'un très grand nombre de choses, hein, autour de l'invention de la bombe atomique, autour de son père, du père de Flanagan, qui a été pendant plusieurs années prisonnier de guerre dans un camp de travail forcé au Japon, autour de l'idylle compliquée entre Herbert George Wells et Rebecca West. Il m'a donné envie de lire Rebecca West. C'est mal les écrivains qui donnent envie de lire d'autres livres, parce qu'on a déjà assez de piles comme ça. Voilà, donc... je ne sais plus pourquoi je disais ça, voilà. Et donc là aussi, il s'agit énormément de la Tasmanie, de l'extermination des aborigènes de Tasmanie. Il revient d'ailleurs sur ce terme d'extermination en disant qu'en fait, il y a une sorte de deuxième extermination, de deuxième invisibilisation qui consiste à dire qu'effectivement, ils ont été exterminés, donc ils n'existent plus, alors qu'il y a en fait encore quelques descendants d'aborigènes, alors souvent métissés, mais qui sont encore plus... maltraités, si c'était possible, que les aborigènes du mainland, comme on dit en Australie, c'est-à-dire de l'Australie telle qu'on la visualise, puisque la Tasmanie est évidemment une petite île au sud-est de l'Australie. Je dis petite île, en fait, c'est petite par rapport à l'Australie, parce que ça fait quand même, je crois, peut-être un tiers de la superficie de la France, ou quelque chose comme ça, hein, ou un quart de la superficie de la France. Je ne sais pas, je ne suis pas bon en géographie, et puis la Tasmanie, je n'y suis pas allé. Bref, peu importe.
Donc Flanagan, c'est vraiment une très très belle découverte. Donc Question 7, si vous aimez les livres qui sont des livres de réflexion entre l'essai, l'autobiographie, ça part un petit peu dans tous les sens par moment. Il y a énormément de choses sur l'histoire en fait, du XXe siècle, de manière un petit peu comme ça par la bande. Presque une histoire tasmanienne de l'histoire mondiale du XXe siècle. Une perspective tasmanienne sur l'histoire mondiale du XXe siècle. Enfin, c'est un livre assez attachant. Et puis dans un autre genre, tout à fait, Gold's Book of Fish, qui travaille la figure d'un personnage qui a vraiment existé, William Beulah Gould, qui était un forçat, un des premières générations de forçats, morts aux travaux forcés en Tasmanie, et dont Flanagan a essayé d'imaginer la vie à partir d'une œuvre qu'il a faite, qui sont une série de peintures de poissons, qui accompagnait en fait un travail scientifique, un ouvrage de biologie, de zoologie, je ne sais pas si on dit de piscologie, j'en sais rien, voilà, autour des poissons. Et à partir de 12 poissons, de 12 tableaux de poissons faits par Gould, Flanagan essaie de réinventer de manière complètement foisonnante, baroque, extrêmement, critique aussi de toute cette période-là, la vie en fait de ce forçat, et son regard en fait sur la colonisation et sur les premières décennies de colonisation, sur l'extermination des aborigènes aussi, donc sur la question du racisme systémique, enfin il y a énormément de choses, et je trouvais que c'était assez intéressant d'ailleurs de le lire en parallèle, enfin je ne les ai pas lus en parallèle, mais j'ai lu Question 7 juste après, et il y a des résonances vraiment très intéressantes. Bon, ça c'est Flanagan, je lis pas d'extrait parce que j'essaie de faire relativement vite. Livre qui contient des post-it, et donc on sait que mon épouse, qui tient, je le rappelle, le compte Instagram Vaucan Lettres, je vous invite, si vous êtes sur Insta, à aller la suivre, à vous abonner à elle. Mon épouse utilise beaucoup des petits post-it, donc ça c'est un signe net que c'est elle qui a lu ce livre, et moi je l'ai lu aussi. La nuit s'ajoute à la nuit d'Ananda Devi, dans la collection Ma nuit au musée, aux éditions Stock. Alors c'est le dernier livre paru d'Ananda Devi. Il y a actuellement, je n'ai pas le livre avec moi là parce que je ne l'ai pas encore lu, dans la collection de poche toute nouvelle des éditions Projectile, son premier roman qui vient de reparaître, Rue la Poudrière. Alors c'est effectivement une parution récente d'Ananda Devi aussi, mais c'est une réédition, c'est une reparution, je ne sais pas comment il faut le dire, une republication, une remise à disposition. Et donc là c'est vraiment un nouveau texte, un texte inédit, La nuit s'ajoute à la nuit, puisque Ananda Devi est en fait allé passer une nuit entière dans la prison de Montluc, à côté de Lyon, qui est une prison alors extrêmement étrange parce que, et le livre est très, très dur en un sens, hein. C'est une prison extrêmement chargée d'histoire, parce que c'est la prison où étaient emprisonnés et torturés un certain nombre de grands résistants, comme Jean Moulin par exemple, mais c'est aussi une prison, a été une prison pour femmes, ça a été jusqu'à un passé relativement récent, et ça a été une prison dans laquelle ont été aussi incarcérés et torturés des opposants à la guerre d'Algérie en fait. Donc évidemment Ananda Devi, elle va se servir de ça pour montrer que finalement les résistants, comment dire, la nation résistante qui était du bon côté de l'histoire est passée du mauvais côté de l'histoire en pratiquant un peu la même chose que ce qu'avaient fait les nazis pendant la guerre d'Algérie du coup. Donc elle s'interroge énormément sur ça, sur le fait aussi que quand Klaus Barbie a été arrêté et avant son procès, il a été emprisonné pendant quelques semaines à la prison de Montluc également, par une sorte de recherche, je ne sais pas, de symétrie rétributive, je sais pas, ou réparatrice, je ne sais pas très bien comment il faut dire. Et le texte est très fort, c'est un livre très très beau, comme toujours. Ananda Devi écrit des livres à la fois très forts et très beaux, des livres sans concession, des livres évidemment qui ne sont jamais complaisants non plus sur un sujet comme celui-là. Ça peut être facile de glisser un peu dans le lyrisme facile, et c'est évidemment pas du tout le cas d'Ananda Devi. Voilà, donc Ananda Devi, je vous bassine assez souvent avec elle, donc voilà. La nuit s'ajoute à la nuit, c'est le dernier livre dans sa bibliographie. Je parlais à l'instant des éditions Projectile, et bien les voilà, les éditions Projectile avec une de leurs toutes nouvelles publications, Lucy Mushita, Expat Blues. Alors c'est un texte
Alors c'est un texte sur Facebook, je crois, peut-être sur Instagram aussi. J'ai dit que c'était le cadeau idéal pour le tonton raciste à Noël. Et vraiment, je le pense très fort. C'est-à-dire si vous avez des personnes qui lisent un petit peu quand même, c'est pas très difficile à lire. Hein. C'est pas un texte, c'est pas un texte littéraire au sens où on pourrait l'entendre habituellement. En fait, c'est un texte réellement qui fait littérature, totalement même. Mais c'est un texte facile à lire pour des personnes qui, je pense, liraient pas beaucoup. Donc voilà, à condition que la personne lise un petit peu et soit pas totalement de mauvaise foi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut offrir autour de vous à des personnes qui tiennent un discours stéréotypé sur les migrants, sur les immigrés, sur, vous savez, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, enfin vous connaissez le petit livre de chez Anna Mossa, bon, etc. Donc, et c'est un texte, parce qu'en fait c'est un livre, alors Lucy Mushita, moi je ne la connaissais pas, c'est une écrivaine zimbabwéenne, qui est arrivé en France, je crois, dans les années 70-80, il faudrait revérifier, et qui, donc très jeune, en 1986 en fait. Elle fuit le Zimbabwe, alors encore dans la période de l'apartheid en Afrique du Sud, et à peine quelques années après la fin de l'apartheid en Rhodésie, comme elle s'appelait, donc au Zimbabwe, et en fait, ce livre, donc elle a d'abord écrit des livres en anglais. Il y a un livre d'elle qui est traduit chez Actes Sud. Je ne connaissais pas ça du tout, j'avoue. Je ne la connaissais pas du tout, donc c'était vraiment l'occasion. Est-ce qu'on a la référence ici? Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Bon, bah, vous chercherez un Google, Lucy Mushita, vive Google. Si, ça y est, je vais la voir. Ben non, je ne l'ai pas. Ah si, Chinangwa, voilà. En 2008, son premier roman, Chinangwa, est publié en Afrique du Sud. En 2012, le roman est traduit et publié en français par Actes Sud. On ne mentionne pas le nom du traducteur ici, mais bon, peu importe, ou de la traductrice. Donc voilà, donc c'est une écrivaine qui a écrit assez peu, mais relativement tardivement. Et là, elle écrit en français directement, elle a écrit en français directement, et c'est un des sujets du livre, c'est-à-dire l'appropriation du français par quelqu'un qui vient d'un pays qui n'est pas une ancienne colonie française, qui ne parlait pas du tout français en arrivant, et qui a appris progressivement le français, et qui est devenu professeur d'anglais dans un certain nombre de structures. Et donc le livre est constitué de 37 chapitres, et sur Facebook, je crois que j'avais dit que ces 37 chapitres, c'était comme 37 micro-agressions, c'est-à-dire c'est des récits souvent énormément teintés d'humour, d'un humour assez féroce d'ailleurs, enfin beaucoup d'ironie aussi, beaucoup de satire aussi à l'égard des personnes racistes, qui sont racistes sans s'en apercevoir. Et donc c'est 37 chapitres qui sont autant de petits récits de micro-agressions racistes vécues par Lucy Mushita. Alors je dis micro-agressions, en fait quand on les lit un petit peu dans le fond, ça n'existe pas une micro-agression, c'est une agression en fait. Il faut vraiment se défaire, je pense, de ce terme-là. J'ai commencé par l'utiliser, mais c'est parce qu'il est beaucoup utilisé de nos jours. Alors on voit bien pourquoi. C'est pour distinguer, par exemple, au sein des violences sexuelles et sexistes, entre, évidemment, des divers degrés de violence, mais néanmoins, je ne trouve pas ce terme totalement acceptable. Je pense qu'il vaudrait mieux parler d'agression et d'agression grave. Je pense que ça serait quand même préférable, parce que là, c'est une tendance un peu à euphémiser. Une micro-agression, finalement, c'est quelque chose... Alors, on voit bien d'où ça vient. Quand on lit le livre, on voit bien que c'est tout un tas de choses pour lesquelles Lucy Mushita dit j'ai rien osé dire, ou c'est le genre de situation dans lesquelles on n'ose rien dire, parce que, en fait, les interlocuteurs ne vont pas très bien comprendre pourquoi c'est grave. Et justement, le livre, par petites touches, montre en quoi c'est extrêmement, je ne sais pas si c'est grave, mais c'est extrêmement profond, et c'est un très beau tableau du racisme systémique, de la manière dont fonctionne le racisme systémique. Lucy Mushita, Expat Blues. Un livre que je n'ai pas lu, que j'ai acheté à la librairie des Saisons et que mon épouse a lu, Viande de Martin Arniček, c'est traduit du tchèque par Benoît Meunier, et c'est aux éditions Les Monts Métallifères, maison d'édition que j'avoue je ne connaissais pas, et c'est un texte en fait qui date du début des années 80, qui n'a jamais été traduit en français, et qui est un texte très important de la culture underground en Tchécoslovaquie socialiste en fait. Et c'est un texte qui raconte, de par ce que j'ai compris, puisque je ne l'ai pas lu, comment, en pénurie totale d'animaux, dans un futur proche, etc., dans un roman d'anticipation proche, finalement, s'organise quoi? Le trafic de viande humaine, bien entendu. Bien entendu, je ne suis pas sûr, hein, mais bon. Mais voilà, donc Viande de Martin Arniček, aux éditions des Monts Métallifères, traduit par Benoît Meunier. Je ne l'ai pas lu. Alors lui, il est sur ma pile depuis très 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 longtemps, et je ne sais pas si j'ose en parler. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de feuilles de papier, j'avais pris plein de notes sur ce livre. C'est un livre paru, je crois, l'an dernier aux éditions Rive Neuve,
les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial d'Elgas. Alors Elgas, El Hadj Souleymane Gassama, dit Elgas, qui est un sociologue, penseur, philosophe sénégalais, qui vit en France depuis quelque temps, je crois, enfin qui vit et qui exerce pas mal en France. Et c'est un texte qui au départ m'a beaucoup... Enfin, j'ai trouvé ce texte assez désagréable par pas mal de côtés. Alors, parce qu'il cherche à prendre effectivement le contrepoint du militantisme décolonial, donc, et ce qui en soi est très bien, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il appelle donc le malaise postcolonial, c'est-à-dire et ce qu'il appelle les bons ressentiments, c'est un très bon titre, hein, c'est de voir que finalement, le ressentiment ne permet pas de construire quoi que ce soit, mais il permet effectivement d'exprimer en permanence un affect négatif, sans chercher à avoir une attitude constructive ou sans chercher à regarder l'ensemble d'un problème sous toutes ses facettes. Et donc, lui, il plaide pour une réflexion qui serait vraiment une réflexion post-coloniale, c'est-à-dire qui tente de prendre en compte tous les aspects de ce qu'a été l'expérience coloniale. Et donc, bon, voilà. Donc, et je trouve qu'il va un petit peu loin dans le côté retour de manivelle, c'est-à-dire il veut tellement faire un retour de manivelle par rapport à certains militants décoloniaux et certains théoriciens du décolonialisme et de la décolonialité qui parfois effectivement occultent des choses, ça c'est très évident, c'est pour ça que moi je suis tout le temps en train d'osciller entre une approche post-coloniale, une approche décoloniale, en essayant de lire la totalité des approches, et de penser une complexité des approches, mais j'ai trouvé qu'en fait le texte il était plus pamphlétaire qu'analytique, et qu'il conservait en fait une partie des défauts des approches qu'il rejette en fait. Ça m'a un petit peu agacé. Alors je me souviens qu'à l'époque, ça fait un an que j'ai lu ça, j'avais noté un certain nombre de choses qui m'avaient pas mal agacé sur la question de l'afrocentrisme, sur la question des restitutions, le fait que le rapport de Sarr et Viennot n'est jamais cité, le fait que finalement, tiens là je vois, le plus agaçant, c'est moi qui ai écrit ça il y a un an, le texte plus proche du pamphlet que de l'essai ne donne quasiment aucun exemple précis en généralisant. J'avais même noté qu'en fait il y avait quand même parfois des éléments un peu amphiguriques, c'est-à-dire vraiment il se regarde beaucoup écrire, et parfois c'est des belles phrases qui ne veulent pas dire grand-chose en fait, c'est un peu agaçant. Bon, sans compter un très grand nombre d'erreurs factuelles, par exemple il dit que Soyinka et Achebe sont nigériens, alors qu'ils sont nigérians, il postule une sorte d'antithèse absolue entre Soyinka et Senghor, qui ne fonctionne pas du tout en fait, ou qui fonctionne que si on a lu Soyinka en fait très superficiellement. Enfin je suis pas très Alors la raison pour laquelle j'avais pris plein de notes, pour laquelle il est sur mon bureau depuis très longtemps, c'est que j'aurais voulu écrire en fait un texte sur ce livre-là, pour essayer d'en relever les aspects les plus intéressants, les plus stimulants, mais aussi pour en faire la critique, un peu comme je viens de le faire ici. Alors ici, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus embarrassant, c'est les livres que j'ai lus il y a très longtemps, et donc je m'en souviens pas forcément très bien. Et donc c'est là que je vais faire de la lecture, parce que comme je sais plus très bien, parfois, je préfère ne pas parler des livres plutôt que d'en parler mal. Et je commence par un livre d'une écrivaine qu'on aime beaucoup, Claire et moi. C'est Mireille Gagné, une écrivaine québécoise contemporaine, très intéressante. Et ça, c'est un livre de 2022, publié à la Peuplade, et qui je crois, qu'elle considère comme un poème. Hein. C'est un poème narratif. Et c'est un poème narratif sur une femme qui se transforme en arbre, en fait. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le texte mélange en fait des éléments extrêmement lyriques, très beaux, tentant de donner forme à l'expérience elle-même, et puis des éléments beaucoup plus proches de la biologie, en fait. Donc c'est très intéressant. Est-ce que j'ai pas corné de page. Alors, mon épouse, c'est les post-it, et moi, c'est que je corne très discrètement, très proprement les pages. Et puis, de toute façon, c'est mes livres. Même si je faisais ça salement, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux vous lire? Fragment numéro 34. Je pense que c'est ça. C'est pas les numéros de page, c'est les fragments. Il n'y a pas de pagination. Les champignons poussent partout maintenant, des ganodermes aplanis, des stérés pourpres, des polypores soufrés sur mon tronc, sous mes aisselles, dans ma bouche.
Ils étouffent le son tout autour. Je rêve d'un enfant, d'un chevreuil, d'un pic-bois qui saurait m'en débarrasser d'un contact, arrêter cette lente digestion qui me fait pourrir et disparaître peu à peu. Et beaucoup plus tard dans le récit, alors dans ce récit poétique, hein, fragment 99, certaines pensées m'obsèdent, ne veulent pas me quitter. Une nuée d'étourneaux s'agrippant voracement à mes branches avec leurs pattes rougeâtres et noueuses. Quand le vent souffle en hauteur, on les voit se balancer de haut en bas, comme s'ils étaient assis sur des ressorts. C'est vraiment très très bien. Et donc c'est en 122 fragments, ça se termine, pardon, qu'est-ce que je dis ça? Oui, ça s'arrête peut-être plus que ça ne se termine. Vous allez voir le dernier fragment, fragment 122, une seule phrase, courte. Je deviendrai ce bois de fer rare, impossible à fendre sous la hache. Donc oui, peut-être que c'est un texte qui s'arrête plus qu'il ne se termine. Mireille Gagné, Bois de fer. Si vous ne connaissez pas Mireille Gagné, il faut vraiment aller lire Mireille Gagné. Le dernier livre de Nathalie Quintane, ça fait 1 an que j'ai lu ça. J'en ai pas parlé, ça me paraît étrange que j'en ai pas parlé. Alors tout va bien se passer, c'est évidemment une référence au livre, je crois, la phrase qu'a sorti, je crois, Gérald Darmanin. Je ne sais plus si c'est Darmanin, Sarkozy, Wauquiez, tous ces pourris là d'extrême droite. Bon bref, je ne sais plus. Phrase extrêmement sexiste dans le contexte dans lequel elle a été dite et qui là en fait est le titre d'un roman. Ça faisait assez longtemps que Nathalie Quintane n'avait pas écrit de roman. Il n'y a pas écrit roman d'ailleurs sur la couverture, mais on va dire que pour Nathalie Quintane, c'est un roman. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bon, c'est très bien. Bon, moi, je suis pas... Bon, c'est peut-être pas mon avis qu'il faut demander pour sur Nathalie Quintane, parce que vraiment, je suis un inconditionnel ou un quasi-inconditionnel de Nathalie Quintane. C'est ces 2 femmes, dont la narratrice, qui essaient de traverser Paris dans des conditions très particulières, dans lesquelles Paris est en train d'être complètement submergé par les eaux. Le parc ne ressemblait plus à rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était plus du tout français ni même anglais. Tout était emmêlé. Un bazar incroyable. J'avais jamais rien vu d'aussi drôle. Évidemment, un parc ou un jardin à la française est drôle dans son costume, ses plates-bandes et ses buis taillés en spirale ou en sucette, en forme de chien ou de saucisson. Mais là, la pluie tombait sur une déchetterie, dans la benne où on jette les branches coupées, les feuilles et les mottes de gazon après la tondeuse. Il n'y avait pas de voie à ouvrir pour accéder aux vieux platanes, pas de chemin couché sous des tas de pétales, pas d'allée savonnée au sable et invisible. Il y avait juste à avancer en se tenant les uns aux autres par un bout de pull ou un nœud de robe en crabe. Un nœud de robe en crabe. Des rats nous filaient entre les jambes, on aurait dit que tous les rats de Paris avaient fui l'orage et cherchaient à l'Élysée les dernières pelures d'oignons ou des pots de pommes et des restes de steak haché. Peut-être que tout le secteur était ravagé, que les sacs poubelles vidés avaient rejoint la stratosphère et s'agitaient là-haut par à-coups comme on voit les satellites des nations et de compagnies privées tournoyer dans le ciel. On les confond avec des étoiles. Sur les 10, il y en avait qui avaient bien bossé sur le parc et savaient à peu près où se situait le platane. On dirait un mec qui fait le poirier, un mec avec des cuisses énormes. C'est ses branches maîtresses. C'est intéressant parce que c'est le platane fait le poirier, on dirait un mec. J'ai pas fait du tout exprès de lire ça juste après Bois de fer, parce que Bois de fer, je l'ai lu il y a quelques mois. Nathalie Quintane, je l'ai lu à sa sortie il y a 1 an. Mais on a, là, je vais m'arrêter là. Dans ce passage-là, page 167, on a cette même analogie de l'homme et de l'arbre. Nathalie Quintane, tout va bien se passer. Et livre lu il y a plus d'1 an aussi, offert par ma collègue qui l'a traduit. Alors, le nom de l'auteur, c'est Minos Efstatiadis. Le titre, c'est Le couteau des sables. Et le titre en grec, je ne me risquerai pas à le donner. La traductrice, c'est Lucille Arnoux-Farnoux, qui est une très bonne collègue de littérature comparée, avec qui je travaille depuis pas loin de 20 ans, et qui traduit aussi du grec. Et là, c'est un roman policier. Alors, c'est en collection Actes Noirs de chez Actes Sud. C'est un roman policier, mais c'est un roman policier qui m'a bien plu. C'est parce que c'est pas un policier très traditionnel. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment très chouettes. Et c'est pareil, je vais lire un extrait. C'est aussi bien donc de cette traduction de Minos Efstatiadis, traduit par Lucille Arnoux-Farnoux. Le soir tombe et le bâtiment de l'opéra tout entier plonge progressivement dans le noir. Tandis que je marche vers la station de métro, j'imagine à quoi ressemblera cet endroit dans 100 ou 1000 ans. D'ici là, on aura trouvé le moyen de changer les couleurs rien qu'en clignant des yeux et nous jetterons sur le bord de la route ce qui ne nous plaira pas. Dans ma tête, le futur a commencé de nouveau à remplacer le présent. Chaque fois que j'ai du mal à tenir jusqu'au lendemain, je saute dans les siècles à venir.
Je fais ce que je veux du futur, j'ai le modèle à ma guise, vert, noir, pointu, avec des robots muets, complètement plats, avec des sauvages nus, un pur éclair éblouissant, avec des insectes surnaturels, sans jour ni nuit, avec des mers asséchées. Ce n'est évidemment rien de plus qu'un mode d'évasion facile, qu'une façon de tourner en ridicule la réalité ou ma propre personne, qui s'obstine à penser que j'ai fait une erreur, que je ne devrais pas me trouver ici. Minos Efstatiadis, le couteau des sables. Après, j'ai plein de livres que j'ai lus il y a une éternité, il y a un an, plus d'un an. Azúcar, je ne sais pas comment le prononcer, de Nii Aïkwei Parks. Le titre est bien en espagnol, mais le livre est écrit en anglais. Et Nii Aïkwei Parks, c'est l'auteur de Tale of the Bluebird, traduit par Sika Fakambi, Notre quelque part, il y a une dizaine d'années chez Ulma. Et là, donc, c'est le deuxième roman, parce qu'il a aussi publié des poèmes, un recueil de nouvelles, je crois, que je ne connais pas. C'est le deuxième roman de Nii Aïkwei Parks. Je l'ai lu il y a un an, je voulais écrire quelque chose dessus aussi. Bon, c'est pour ça qu'il a traîné sur ma pile, et du coup, je ne m'en souviens pas bien. Si ce n'est qu'il imagine un pays imaginaire, une nation caribéenne imaginaire, et effectivement un personnage d'un Ghanéen, d'un jeune Ghanéen, qui arrive dans ce pays à l'adolescence avec une bourse d'études, parce que c'est un jeune Ghanéen brillant, et qui va rencontrer en fait toute une famille de planteurs, avec énormément de liens avec la musique. Alors, cette île, c'est Cuba, en fait, hein, c'est Cuba, Porto Rico, je ne sais pas très bien, enfin voilà, c'est vraiment à Cuba que ça fait penser. Et voilà. Et donc, j'ai pas parlé de ce livre au moment où je l'ai lu, et c'est sans doute un peu tard pour improviser dessus, mais voilà, je vais ranger mon bureau, donc je vais le ranger sur les étagères. Un autre livre lu, tiens, il y a écrit quoi? Il y a écrit premier roman derrière, j'aurais jamais imaginé ça. Il y a une carte qui n'a rien à voir avec le livre dedans, c'est pas grave. C'est un livre de 2022, mais que j'ai acheté plus récemment que ça, dans la collection Chaoïde, Partout le feu, de Hélène Laurin. Voilà, j'ai encore pas dit le nom de l'autrice. Et donc, c'est un texte encore post-apocalyptique ou apocalyptique, je ne sais pas très bien comment il faut dire, autour de la catastrophe atomique, du lien entre la dissuasion nucléaire de la guerre froide et puis un présent qui est évidemment fait de catastrophes climatiques. Et ça se passe dans une communauté en fait alternative, on va dire ça comme ça. Et c'est écrit entièrement en vers libre, ce qui est quelque chose qui se répand de plus en plus. Dany Laferrière avait fait ça il y a une dizaine d'années, avait commencé à faire ça il y a une dizaine d'années. Il y a pas mal d'écrivains qui font ça aussi maintenant, et d'écrivaines qui font ça. Voilà, là c'est pareil, j'ai pas un souvenir très, très marquant du livre, je l'ai lu il y a une année, un an et demi, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'ai corné? Eh bien, j'ai corné la page 136, c'est vers la toute fin. La serveuse est désagréable et Mamie Pied lui est soumise. Elle entre tout de suite dans le vif du sujet. Ma petite fille, il faut que tu reviennes de l'autre côté, le côté de la vie. Tu nous manques. Moi qui ai perdu ma fille, je crois que je peux dire maintenant que j'ai réussi. J'essaie de réussir, à revenir. 2 ans déjà, ça fait 2 ans. Déjà. Toi, tu as toute la vie devant toi. Tu peux construire beaucoup de choses, tu peux avoir de l'amour et en donner. Bientôt, c'est le mariage de ta sœur. Qui sait, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un là-bas. Alors que Mamie Pied continue à enchaîner les phrases automatiques, je me demande où sont les pépites de réel. Où est-ce que je peux allumer la lumière? Sinon, dans ce que je m'apprête à faire, l'avoir essayé malgré tout, c'est la seule, me donne envie, un court instant, de redescendre un peu, voire d'atterrir, de jouer dans leur pièce de théâtre. Je regarde son menton un peu affaissé, recouvert d'un duvet, continuer à me parler, et je prends un air doux pour ne pas la blesser. Elle a besoin de croire que je l'écoute, et que je reviens de leur côté, le côté de la vie, comme ils disent. Mamie Pied semble avoir oublié que je n'y suis jamais vraiment entré. 30 jours après mon anniversaire, c'est bientôt. C'est le jour du mariage de la sœur. Ah tiens, j'avais oublié, Mamie Pied dit en sortant une boîte de son sac, c'est ta sœur qui m'a donné ça pour toi, de la vitamine D. Partout le feu, Hélène Laurin. Les autres livres, bah tiens, il y en a un dont j'ai repartagé, celui-là je l'ai lu il y a eu 6 mois, quelque chose comme ça. L'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte, c'est là encore une romancière québécoise, je parlais de Mireille Gagné tout à l'heure, et c'est un texte de 2019,
2020, je ne sais plus trop, publié en France en 2020, par les éditions Le Mot et le Reste, publié au Québec en 2019. Et j'avais jamais rien lu d'Élise Turcotte, et c'est pas mal du tout. En fait, c'est dans un contexte un petit peu dans un contexte malheureusement très réaliste, là aussi, de christofascisme et de masculinisme. Ça raconte l'histoire d'une écrivaine féministe qui est menacée, en fait, qui subit des menaces de mort et qui s'isole dans un chalet pour disparaître, qui est entourée par la neige qui recouvre tout. Et donc, il y a un côté très réflexif sur tout ce qui est la violence des hommes. Hein. Donc, c'est un texte sur la manière dont, par l'écriture, on fait face à ça. Alors, j'ai publié, en fait, hier ou avant-hier, 2 pages de ce texte-là. Je l'ai lu il y a 6 mois. Et je les ai publiés sur Blue Sky, parce que comme j'ai créé mon compte Blue Sky il y a 1 an, comme il se passe à peu près rien sur Blue Sky, j'y vais pas très souvent. Là, j'ai essayé de me forcer à y aller plus récemment, depuis 1 mois. Il se passe malgré tout pas grand-chose. Mais là, depuis 1 semaine, bizarrement, avec l'élection de Trump, ouais, depuis 15 jours, avec l'élection de Trump, Musk qui prend un pouvoir encore politique encore plus évident, il y a beaucoup de gens qui sont en train de migrer vraiment sur Blue Sky, ou de dire qu'ils vont migrer sur Blue Sky. Donc j'essaie de prendre le truc vraiment au pied de la lettre. Donc, et j'essaie de faire un petit peu du recyclage de quelques vieux posts Twitter sur Blue Sky, dans l'idée que peut-être à un moment donné je supprimerai mon compte Twitter. Donc je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Voilà, donc j'ai publié quelques extraits de L'apparition du chevreuil sur Blue Sky, si vous voulez aller lire ça. Après, oh là là, après c'est compliqué. Ah ben tiens, je parlais tout à l'heure d'Elgas. Alors ça, c'est un livre, je ne l'ai même pas fini. Si on parle des essais qui m'énervent un petit peu, je me suis arrêté à la page 72, critique de la raison animiste de Jean-Loup Amsel. Alors c'est un petit peu pareil, Jean-Loup Amsel, qui est vraiment en fin de carrière, qui est directeur d'études émérite, qui est quelqu'un qui a écrit des livres très importants, qui est un grand africaniste, on ne peut pas dire le contraire. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'il arrête de publier, parce que là, ce texte-là, je l'ai acheté, donc c'est sorti l'an dernier, je crois, aussi, 2023, aux éditions Mimesis, et alors c'est absolument pas finalisé, même d'un point de vue formalisation de la recherche, c'est navrant. Il cite il cite des articles à partir du lien Facebook, enfin les articles, les liens URL, c'est n'importe quoi. C'est de toute évidence quelqu'un qui n'a pas du tout pris le virage Internet, qui donc cite des ressources électroniques, mais il n'arrive absolument pas à les contextualiser, ni à les citer de manière cohérente d'un point de vue numérique. Bon, ça c'est juste un détail, mais c'est un détail qui en fait ensuite se retrouve plus par rapport à l'ensemble du message, parce que toute sa critique de l'afrocentrisme, parce que c'est ça, c'est là aussi, un petit peu comme avec Elgas, mais de manière beaucoup moins, je trouve, pertinente, une critique de la théorie décoloniale et de l'afrocentrisme. Et en fait, en montrant que pour lui, c'est la critique de la raison animiste, qui est quand même un titre extrêmement arrogant, je trouve, quand même aussi, même si on peut dire, ah non, mais c'est ludique, c'est un clin d'œil, etc. C'est quand même, je trouve, extrêmement... ouais, enfin, c'est très... il se prend pas pour rien, quoi. La critique de la raison animiste, c'est un peu... je suis le Kant des études postcoloniales et africanistes. Je trouve ça un peu gros quand même, d'autant que le livre ne tient pas du tout ces promesses-là, et qu'il ne démontre pas grand-chose. Enfin, peut-être qu'il se met à démontrer quelque chose à partir de la page 72, c'est-à-dire vraiment le milieu du livre, mais moi, j'ai pas eu le courage et j'ai arrêté. Voilà, donc ça, c'est Jean-Loup Amsel, à qui je viens de tailler un petit costard. Il en a rien à faire, parce que lui, il est quelqu'un, et moi, je ne suis personne. Donc, je le dis avant parce que je sais pas, il y a rarement grand monde qui regarde ces vidéos ou qui les partage, et donc ça donne rarement lieu à des débats ou à des polémiques, mais on ne sait jamais. Hein, évidemment, bon, il va de soi que c'est mon avis sur ce texte-là, et que je suis évidemment pas grand-chose par rapport à Jean-Loup Amsel, ça va de soi. Mais tiens, je vais terminer, comme ça j'aurai à peu près apuré en termes de hauteur. Ça y est, la pile des livres dont je vous ai parlé a rejoint en hauteur la pile des livres restants à chroniquer. Et on va terminer par un vrai coup de cœur du début d'année 2024. Un recueil de poèmes, premier recueil d'une poète réunionnaise, Estelle Coppolani. C'est publié aux éditions Projectile, et c'est magnifique. C'est vraiment, c'est une poésie d'une beauté, mais c'est vraiment, j'y reviens. D'ailleurs, je disais, je range mon bureau, je ne sais pas si je vais le ranger sur mes étagères, parce que je vais avoir envie de le relire encore.
qu'est-ce que je peux vous lire? J'en ai corné beaucoup. Non, j'en ai pas corné tant que ça, parce qu'il faudrait corner tout le livre, en fait. Tout le livre est beau, en fait. Allez, je vais vous lire, on va terminer là-dessus. Le rêve d'Eva. Il est un bassin clair où la lumière abonde, et où mes jambes enfin entrevoient le repos, dans le délassement qu'offrent les flots glacés. Là, loin du campement, la treille tapissière allonge un bras danseur, sur une rive haute où la brume appareille. Ma cascade au long manteau, voisine des nuages, s'apprête à disparaître, sous un voile de fumée fin comme une farine. Je rêve au pays de ma mère, dont je porte souvenir dans le bois rouge, où mes yeux puisent une essence claire, et sur mon visage raviné, où les pluies ont creusé tant de saillies rocheuses. Je rêve au vent du matin, passé sur le couloir de son dos, et à ses monts de poussière, où ses pas ont porté son peu d'espoir. Parfois, je rêve aussi à des monstres de bois aux écailles craquées par les éclats de sel, ou à quelques chants graves où s'étrangle une gorge dans le filet des algues. Pour soigner ces morsures, je promets à mon cœur qu'à l'heure où mes enfants seront vêtus de lumière, je leur dirai toujours, aux abords d'une eau claire, le pays de ma mère. Et donc c'est Couronné d'oiseaux, premier recueil, et j'espère pas le dernier, d'une magnifique poète, Estelle Coppolani, et c'est chez Projectile. Et j'espère que tout s'est bien passé. À bientôt.